de la fraternité et David Le Breton autour des questions anthropologiques. Nous accueillons donc ce soir Cécile Esvant concernant l'économie. Bon, alors le constat est connu, hein. Pollution diffuse, pillage des ressources, destruction des écosystèmes, réchauffement climatique, creusement des inégalités sociales, baisse de la qualité de vie. La pandémie n'est aujourd'hui qu'un révélateur, un accélérateur dans la prise de conscience de ces difficultés, des difficultés donc en grande partie liées à un néolibéralisme dérégulé. Le pouvoir politique lui-même semble dans une impasse, confronté à la puissance de la finance. Les questions sont majeures. Où situer le curseur entre un simple retour en arrière comme avant, ou au contraire une projection dans un avenir, parfois décrit Je vais comme fermer la porte comme ça ne te dérange pas. Comment dénouer les fils d'une situation où tout est lié? Écologie, économie, politique, spiritualité, le tout dans un contexte mondialisé d'interdépendance. Comment convertir le modèle de développement global? Comment réfléchir sur le sens de l'économie et de ses objectifs pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres? Alors, pour nous éclairer sur ces sujets bien complexes, nous avons invité Madame Cécile Esvant. Bonsoir, vous êtes docteur en philosophie et diplômée de l'École supérieure de commerce de Paris. Vous avez travaillé en entreprise publique et privée, enseigné à l'ICP et à l'ESSEC. Vous êtes actuellement professeur à l'Excelia Business School et vous travaillez sur la transformation précisément des modèles économiques, l'innovation sociale et écologique et le bien-vivre au travail. Et puis vous êtes aussi membre du conseil académique du campus de la transition, dont vous nous direz peut-être un mot. Je voudrais aussi rappeler que nous avons célébré hier la journée de la femme. Or, nous voyons ce monde de l'économie qui était essentiellement masculin de plus en plus investi par les femmes. Les directions générales du FMI, de l'OMC, de la BCE sont des femmes. Un prix Nobel de l'économie a récemment distingué une femme. Dans le milieu très misogyne du Vatican, le pape François a nommé 6 femmes sur les 7 laïcs au Conseil pour l'économie. Peut-être pourrez-vous, Cécile, au cours de votre intervention, nous pointer aussi de votre point de vue de femme ce qui est en train de se jouer là et ce que les femmes peuvent peut-être apporter dans la reconstruction d'une économie plus juste. En tous les cas, merci de nous accorder ce moment de partage. Merci à tous de bien couper les micros et les caméras. Nous sommes tout ouïs à vous. Merci beaucoup, Jean-Marie Villene, pour cette introduction et merci aussi de m'accueillir parmi vous. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir vous rencontrer à Mulhouse, mais voilà, c'est un des effets de la crise sanitaire. On se rencontre à distance mais ça permet aussi, avec ces nouveaux formats, de pouvoir partager sans tenir compte des distances géographiques. Donc, comme ce que je dirais tout à l'heure, c'est à la fois une limite et en même temps une opportunité. Et alors, ce que je voudrais peut-être ce soir, c'est ce que vous avez introduit comme enjeu et comme sujet extrêmement large et complexe. Je ne suis pas sûre que je vais parvenir à tout embrasser, mais je vais peut-être commencer par situer mon propos et vous expliquer un peu ce qui m'a amené à réfléchir à ces sujets et à commencer à travailler sur ces sujets. Puisque, en fait, je suis relativement jeune sur ces questions de recherche académique et j'ai eu un premier parcours qui était un parcours plutôt dans les entreprises, en fait. Comme vous l'avez dit, j'ai travaillé dans le conseil auprès de collectivités territoriales sur des questions de développement économique et pour des entreprises sur des questions d'évaluation, de stratégie de développement. Donc, j'étais en fait assez loin de ces enjeux
sociaux et écologiques dans la première partie de mon parcours. Mais en fait, j'ai eu la chance d'un changement qui a été un peu le fruit du hasard. J'ai été expatriée pendant 3 ans en Inde et j'ai pu être témoin d'une forme de transition. Alors, c'était bien avant la pandémie. C'était entre 2012 et 2015, mais en fait cette observation d'une transition économique rapide dans un État qui était un État du sud de l'Inde qui s'appelle le Tamil Nadu et qui est assez fondé sur une économie assez traditionnelle, notamment basée sur l'agriculture, et qui a connu depuis une trentaine d'années des bouleversements vraiment majeurs. Avec l'installation de clusters économiques autour de l'industrie automobile et de l'industrie IT. Donc, c'est tout à fait symptomatique de notre époque. Et ce qui m'a frappée pendant ces 3 années, c'est de voir dans le même temps à quel point ces changements étaient extrêmement fructueux d'une certaine façon, puisqu'ils apportaient un développement économique, des opportunités nouvelles à la classe moyenne et à toute une série de personnes qui étaient donc dans cette économie nouvelle. Et en même temps, à travers l'installation de ces entreprises de grande taille, l'urbanisation, on voyait à l'œuvre et de façon vraiment très très rapide la pression sur les ressources naturelles, sur le patrimoine culturel, sur la cohésion sociale, d'une façon extrêmement nette. Et en fait, c'est cette observation qui m'a amenée à m'interroger sur la possibilité de concevoir des modèles économiques qui soient vraiment durables et qui permettent de tenir ensemble cette croissance économique et cette préservation des écosystèmes naturels et des biens culturels et de la cohésion sociale. Parce que ça me semblait assez difficile et je me suis aperçue aussi qu'avec le recul, ce que j'avais pu faire lorsque j'étais en tant à l'œuvre dans l'industrie ou dans le conseil, ne me permettait pas forcément d'avoir une ouverture et de prendre des décisions en tenant compte à la fois des enjeux économiques et aussi, dans le même temps, des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. Et alors, en fait, pourquoi ce petit détour par l'Inde pour expliquer ce qui anime mon propos et mes recherches et surtout pour faire le lien avec la crise sanitaire actuelle et ce qu'elle révèle. En fait, ce que je voulais dire par ça, c'est que ce que j'ai pu voir en Inde et ce qu'on peut observer vraiment dans plein d'endroits du monde aujourd'hui, a été révélé par la crise, mais n'était pas nouveau. En fait, la crise sanitaire est vraiment un révélateur de ce qui existait déjà. Et c'est en ce sens que c'est un phénomène vraiment très intéressant parce qu'il nous permet à la fois d'illustrer de façon extrême des limites qui étaient déjà présentes, mais pas forcément visibles, de nos modèles économiques. Et en même temps, elle permet aussi, parce qu'elle nous force à transformer nos modalités de production et de consommation, d'identifier de nouvelles normes, de nouveaux modèles, de nouvelles manières d'expérimenter la production de ressources de façon peut-être plus raisonnable, plus responsable. Et donc, c'est à la fois une démonstration des limites de nos systèmes et une occasion de voir ce qu'on pourrait faire autrement. Alors, ce que je vous propose pour éclairer ce sujet, c'est peut-être de revenir dans un premier temps sur ce qu'a révélé la crise sanitaire, notamment s'agissant de la fragilité des fondements de nos modèles économiques. Donc ça, ce sera le premier temps de mon exposé. Et ensuite, je reviendrai sur quelques propositions qui sont aujourd'hui
donc étudiée à la fois par les entreprises et puis par les académiques et aussi par des acteurs de la société civile, et qui permettent de penser à nouveaux frais cette économie et peut-être de servir de nouveaux fondements pour nous permettre de transformer les choses. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de quitter un peu le monde des idées et des concepts pour illustrer, plutôt à travers des projets concrets dont j'ai pu être témoin ou auxquels j'ai pu contribuer, comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette transition et la mener, non pas simplement à travers des petits éco-gestes qui malheureusement ne peuvent pas avoir l'impact souhaité à la fois dans la rapidité et l'ampleur que l'on souhaite, et pour changer d'échelle. Voilà, donc je reviens sur ce premier temps. Qu'est-ce que la crise sanitaire a révélé de la fragilité des fondements de nos modèles économiques? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai fait une école de commerce et qui a été fondée par Jean-Baptiste Say. Et aujourd'hui, dans nos cours de développement durable, on cite souvent Jean-Baptiste Say, qui, dans son traité d'économie politique, disait « Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement, ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Donc le premier point sur lequel je voulais insister, c'est le fait que nos modèles économiques ne prennent pas en compte la rareté des ressources naturelles. En fait, au moment où ils ont été pensés, les richesses naturelles apparaissaient inépuisables. Et Jean-Baptiste Say, à son époque, c'était un bon économiste, il était tout à fait en phase avec sa génération, et on peut retrouver chez d'autres auteurs qui étaient du 18e ou du début du 19e, ce même constat. Lorsque John Locke dit qu'il y aura toujours assez de terre et d'assez bonne, on voit bien qu'il est vraiment dans un paradigme très différent du nôtre. Et donc, ce premier ancrage en fait, de nos modèles économiques sur l'idée que les ressources naturelles sont infinies permet d'expliquer pourquoi on a voulu définir aussi la croissance comme et la croissance fondée sur une hyperconsommation des ressources naturelles, de l'énergie, comme un objectif qui ne soit pas problématique. Et quand on regarde aujourd'hui certains modèles extrêmement rentables sur le plan économique, mais absolument insoutenables sur le plan écologique, ça donne à réfléchir. C'est le cas un exemple qu'on donne souvent, c'est l'exemple de la fast fashion, donc cette économie de la mode qui consiste à renouveler les collections de façon extrêmement rapide pour inviter les clients à revenir le plus souvent possible dans les magasins, qui est extrêmement rentable, c'est-à-dire que les marques qui ont réussi à mettre ce modèle en place sont tout à fait, réussissent sur un plan économique, mais ça a des impacts. Quand on regarde, je vais donner quelques chiffres juste pour vous donner une idée de ce dont on parle. Donc, aujourd'hui, l'industrie textile fonctionne encore très très largement suivant ce modèle, donc avec 97% du coton utilisé qui est issu de matières vierges et 1% seulement issu de textiles recyclés, et puis 2% issus d'autres industries. Et on sait aussi qu'avec l'avènement de cette fast fashion, donc de cette mode rapide, les vêtements sont portés moins longtemps qu'avant, et 87% des fibres utilisées pour l'habillement sont mises en décharge ou incinérées après. Donc cette idée-là, elle permet de dire qu'on a des modèles qui sont extrêmement vertueux sur le plan économique et totalement insoutenables sur le plan écologique. Et cet exemple de la mode, on peut le retrouver aussi dans d'autres industries qui sont souvent mises en
mise en lumière pour illustrer cet aspect de déconnexion entre de déconnexion, entre nos besoins réels et la consommation des ressources. Et ce sont aussi tous les modèles qui fonctionnent avec une obsolescence programmée qui permet de racheter plus vite des cartouches d'encre, des cartouches de café, alors qu'on pourrait les utiliser pour beaucoup plus longtemps. Je donne un petit exemple, je le donnerai peut-être après, ça va être... Donc ça, c'est un constat qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'a révélé la crise du Covid en particulier? Elle a révélé, notamment en nous faisant distinguer les biens essentiels des biens non essentiels, qu'il y avait peut-être des biens dont on pouvait se passer, en tout cas qu'on pouvait renouveler beaucoup moins souvent, et d'autres dont on avait vraiment besoin et qui ne nécessitaient pas forcément d'être acheté sur le marché. Donc ça, c'est un premier point important que je voulais souligner. Un deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est, et ça rejoint cette idée des biens essentiels et non essentiels, c'est le fait que la valorisation économique, quand on parle de valorisation économique, on parle de ce que le marché valorise, ce à quoi on peut donner un prix. En fait, cette valorisation économique, elle est aveugle à certaines dimensions. Et alors, on le voit à la fois sur les biens. Alors, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience pendant le confinement, mais on a beaucoup entre voisins, enfin, je témoigne de ce qui s'est passé dans ma rue à Malakoff, peut-être que ce n'est pas un cas général, mais on pouvait tout à fait s'échanger des choses, s'échanger des livres, s'échanger parfois des biens alimentaires parce qu'on n'avait pas pu faire nos courses, etc. S'échanger des pulls, enfin ce qu'on ne pouvait pas acheter dans les magasins. On s'est rendu compte que c'était parfois disponible sans forcément passer par le marché, à travers simplement un échange entre particuliers. Et puis on s'est rendu compte aussi que finalement notre vie quotidienne, ce qui était précieux pour nous, c'était pas forcément, là encore, ce qui nécessitait d'aller dans les magasins, même si certains magasins étaient particulièrement utiles, bien sûr. Et puis, on s'est rendu compte aussi que si on regardait les travailleurs, ceux qui étaient vraiment ce qu'on a nommé ceux qui étaient en première ligne, ce n'étaient pas non plus forcément ceux qui exerçaient les métiers qui étaient les mieux valorisés par le marché. Et il y a eu une forme de prise de conscience qu'il y avait des métiers comme voilà, les soignants, évidemment, mais aussi les livreurs, les agriculteurs, les travailleurs sociaux, les personnes qui étaient aux caisses au supermarché, qui avaient une utilité sociale qui était évidente et qui était pourtant extrêmement mal payée. Et à l'inverse, on s'est rendu compte aussi que certains d'entre nous étaient en télétravail et pouvaient finalement travailler moins sans forcément que la société le ressente comme un manque. Donc, cette idée de la déconnexion finalement entre ce qui était valorisé par le marché, que ce soit les biens ou les services ou que ce soit le travail, ne correspondait pas à l'utilité sociale. Donc ça, c'est une deuxième chose qui a été vraiment mise en lumière par la crise sanitaire et le premier confinement. Et puis, la troisième chose sur laquelle je voulais insister, c'est l'importance de la technique et la manière dont on s'est rendu compte finalement que, certes, on avait une hyper sophistication de nos moyens techniques, mais que ça ne nous protégeait pas de tout et que finalement la résilience de nos sociétés, la résilience de nos modèles économiques ne dépendait pas seulement d'enjeux techniques. Et on s'en est rendu compte notamment à travers les ruptures sur les chaînes d'approvisionnement. En fait, on s'est rendu compte à l'occasion de la crise sanitaire et du premier confinement qu'on avait réussi à mettre en place des chaînes d'approvisionnement globales extrêmement sophistiquées
qui nous permettait d'obtenir des choses en flux tendu, de façon extrêmement rapide, venant des quatre coins du monde, mais que ces systèmes-là, hyper sophistiqués, ne nous permettaient pas, au moment où on en avait le plus besoin, d'avoir des masques disponibles en assez grande quantité, d'avoir certains médicaments disponibles, d'avoir des matériaux de construction, enfin des produits qui nous semblaient être des produits vraiment de base, qu'on pensait disponibles tout près de chez nous et encore produits à l'échelle de l'Hexagone ou de l'Europe, en fait, n'étaient plus disponibles parce qu'ils n'étaient plus produits. Et pourtant, c'était évidemment, avant la crise sanitaire et en temps normal, beaucoup plus efficace d'un point de vue, encore une fois, économique, de concevoir ces modèles qui permettent de réduire le coût, parce qu'ils permettent de faire fonctionner la concurrence de façon globale et de façon encore plus forte et efficace. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça nous a quand même fait questionner cette logique de l'efficacité et on a été amené à la contrebalancer avec d'autres logiques un peu différentes de proximité, de capacité et qui nous ont, là encore, rendus un peu plus vigilants et peut-être un peu plus méfiants sur cette capacité de la technique à tout résoudre, enfin de la technique au sens large, hein. Là j'ai parlé plutôt de la logistique, mais je pense qu'on peut se poser un peu la même question avec la technique numérique, qui apporte énormément de choses, qui nous facilitent la vie, mais si on réfléchit à un scénario un peu catastrophe où on couplerait une crise sanitaire avec une crise de l'énergie, on n'aurait plus assez de ressources énergétiques pour faire tourner tous nos Zoom, Teams et autres outils numériques qui nous permettent de télétravailler, de donner des cours à distance et d'acheter tout ce qu'on veut à travers notre ordinateur, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, donc voilà, sur ces trois éléments, donc à la fois cette prise en compte du fait que les ressources naturelles sont rares, qu'il y a certaines dimensions qui ont du prix à nos yeux et qui ne sont pas forcément valorisées par le marché, et que la technique ne peut pas tout, la crise a été un révélateur. Une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est bon, très bien, on voit quelles sont les limites de nos modèles économiques tels qu'ils ont été fondés au moment de la révolution industrielle et qui était aussi une révolution de l'énergie où on avait davantage d'énergie disponible et davantage et un accès à de nouvelles terres qui nous permettaient de poser les bases de notre économie ainsi. On voit bien qu'on est un peu décalé aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait et à partir de quel concept on peut refonder des modèles qui correspondent bien à notre société actuelle et aux enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Alors, en fait, c'est pas si compliqué. Et si on revient au principe, au principe de l'économie tel que Aristote les définit, en fait, Aristote, lorsqu'il parle d'économie, il distingue justement l'économie au sens de la bonne gestion, la gestion mesurée, la gestion dans la mesure des besoins, qui fait un peu écho à la gestion du bon père de famille, si on veut. Et puis, un autre concept qu'il appelle la crématistique et qui est plutôt une logique spéculative qui n'a pas qui est infinie, en fait, et qui ressemble un peu parfois à ce qu'on recherche quand on recherche une croissance infinie ou une augmentation sans limite de nos richesses ou de l'optimisation de l'efficacité avec lesquelles nos modèles peuvent tourner. Et en fait, ce à quoi nous invite Aristote, c'est vraiment à réfléchir à nos modèles économiques ou à la manière dont on gère nos ressources en fonction de nos besoins. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui était préconisé dans le rapport de Brundtland quand on a commencé à réfléchir aux questions de développement durable. On a défini le développement durable par rapport
à nos besoins et par rapport aux besoins des générations futures, et en prenant en compte aussi les limites des ressources naturelles. Donc, il y a vraiment une pertinence à se ressaisir de ce que disait Aristote, et c'est d'ailleurs ce que reprend aussi Amartya Sen. Alors, je vais pas citer Esther Duflo, je vais citer Amartya Sen, qui est aussi un prix Nobel d'économie, mais qui n'est pas une femme, mais qui a vraiment remis au goût du jour également cette idée de reconnecter l'économie aux finalités et aux besoins, et de quitter cette logique mécaniste et sans référence aux finalités, pour retrouver le sens de la mesure et la mesure des besoins humains. Je disais que j'allais vous parler de concepts qui permettaient de refonder nos modèles économiques. Et en fait, je vais parler de... Alors, c'est assez inspiré finalement de... je n'avais pas forcément repéré ça, mais de la philosophie aristotélicienne, mais c'est quand même remis au goût du jour, puisque en fait, je vais parler des modèles qui sont centrés justement sur la fonctionnalité, sur l'usage des ressources, et donc plutôt sur l'usage que sur la propriété. Et je vais parler donc dans un premier temps d'économie circulaire, et puis je parlerai aussi ensuite d'économie relationnelle, et enfin de cette notion de limite. Et donc, je vais commencer en parlant d'économie circulaire. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion d'économie circulaire. Comme on n'a pas d'interaction tout de suite, je vais exposer très brièvement en quoi ça consiste, et on pourra y revenir. En fait, l'idée de l'économie circulaire, c'est justement de changer de logique par rapport à l'économie linéaire, que j'ai évoqué tout à l'heure en citant l'exemple de l'industrie textile, qui consiste à aller prendre de la matière, notamment du coton, de la matière vierge, à la transformer, à en faire des produits qui sont ensuite vendus et utilisés et jetés. Donc cette idée de je prends, je fabrique, je distribue, je jette, elle suit une logique linéaire. Dans une logique circulaire, on essaye de fermer cette boucle et d'éviter que la matière première qui est extraite du sol ou du sous-sol ne soit utilisée qu'une seule fois, puis mise au rebut. Mais on essaye au contraire de la réutiliser le plus longtemps possible, et si possible de façon infinie, en évitant à tout prix le gaspillage des ressources. Donc ça implique de repenser nos modèles économiques à l'image des systèmes naturels. Un bon exemple de l'économie circulaire, c'est la permaculture en agriculture. Donc, cette idée qu'on arrive à utiliser les ressources de certaines plantes pour en nourrir d'autres. C'est aussi le cas de l'aquaponie, lorsque on utilise dans un même écosystème, dans une même ferme, en fait, les déjections des poissons pour nourrir les plantes. Donc, cette logique-là, elle est très, très claire dans l'agriculture, mais elle s'applique aussi dans l'industrie à travers certains modèles qui consistent à se focaliser plutôt sur l'usage pour, par exemple, vendre des kilomètres ou vendre des heures de vol plutôt que vendre des pneus. Et le fait de passer de cette logique de propriété d'un bien à accès à un usage, ça oblige les entreprises à essayer de faire durer au maximum les produits, et donc de concevoir aussi les produits autrement. Donc on parle d'éco-conception, on insiste sur la maintenance des produits, on rechappe les pneus de façon à ce qu'ils puissent être utilisés sur plus de kilomètres, parce que c'est plus rentable de les utiliser plus longtemps. Et ensuite, on les réutilise, et ça existe aussi dans l'industrie textile. Il y a des marques de jeans qui utilisent des vieux jeans pour en faire des nouveaux, qui proposent des jeans à la location, qui proposent des jeans consignés. Et toutes ces approches nouvelles permettent de faire durer le plus longtemps possible l'usage de la matière.
Et ça permet aussi, alors ça c'est peut-être un mot un peu abstrait, mais quand même relativement clair, je pense, de découpler la croissance économique de la croissance de l'exploitation des ressources. C'est-à-dire qu'on arrive à créer de la valeur économique sans forcément que ce soit corrélé à l'exploitation des ressources, puisqu'on peut créer de la valeur plusieurs fois avec la même ressource. Et puis l'autre point important de cette économie circulaire, c'est d'arriver à être dans une logique d'analyse du cycle de vie du produit sur une longue durée et de ne pas simplement réfléchir au prix d'un produit qu'on vend une fois, mais d'être bien dans une logique de cycle de vie depuis l'extraction de la matière première jusqu'à sa réutilisation, en essayant tout au long du cycle de vie du produit de minimiser les impacts que l'on a sur la biosphère, que ce soit en termes de matière ou en termes d'énergie. Alors, donc ça c'est un premier concept qui peut être intéressant pour repenser l'économie autrement. Ce qui est intéressant, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est, j'ai parlé d'économie relationnelle. Et c'est cette idée que une nouvelle économie permettrait de davantage prendre en compte les liens entre les personnes et valoriser ces liens et ne pas se focaliser uniquement sur les biens que l'on produit, mais valoriser également les liens. Et quand on regarde en fait ces modèles circulaires, très souvent on se rend compte que ce sont des modèles qui sont fondés sur des partenariats, sur des coopérations entre les acteurs. Parce que quand vous êtes dans une logique, par exemple, il y a pas mal d'exemples dans des ports d'écologie industrielle où les ressources des uns vont servir, par exemple, les déchets de certaines industries peuvent servir de matière première à d'autres industries. Ou bien la vapeur d'eau qui est issue de certains procédés industriels va servir dans une usine, va servir à chauffer une autre usine. Donc ça implique quand même d'être en relation les uns avec les autres et de faire correspondre les besoins des uns avec les ressources des autres. Je vais donner un exemple concret il y en a plusieurs, mais il y a notamment une start-up qui est maintenant une PME, qui est positionnée dans l'économie circulaire et aussi dans l'économie sociale d'ailleurs, et qui œuvre dans le secteur alimentaire. Et son métier, c'est d'aller collecter des produits qui sont presque périmés, mais pas encore, et qui peuvent être réutilisés, et à travers une plateforme logistique, de les réallouer soit à l'aide alimentaire, si c'est encore possible, soit à d'autres industries qui permettent de faire de l'alimentation pour des animaux ou d'autres, ou bien des centres de méthanisation. Bref, trouver des débouchés pour que ces ressources ne soient pas jetées, mais soient bien réutilisées. Et là encore, il y a plein de facteurs qui expliquent le succès de cette entreprise, mais il y a aussi d'abord des liens qui ont pu être créés à l'échelle d'un écosystème entre des associations d'aide alimentaire, des entreprises, d'un côté des supermarchés, cette plateforme qui a des antennes un peu dans toute la France, et puis des associations dans l'aide alimentaire. Et donc, il y a aussi une plateforme numérique qui aide et qui permet de faire ça de façon beaucoup plus facile. Mais au-delà de l'aspect numérique, il y a évidemment des personnes qui mettent en lien, qui passent des coups de téléphone pour savoir à quel endroit ce serait judicieux de faire arriver cette palette de produits qui sont encore consommables. Donc c'est intéressant parce que ce modèle-là, même s'il peut sembler, il est relativement nouveau et il est assez efficace. Et on voit bien, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le découplage, que là, la création de valeur, la création ce qui est précieux, n'implique pas nécessairement de consommer plus de ressources. Il y a d'autres exemples, évidemment, plus anciens,
Emmaüs ou le réseau Envie sont des très bons exemples d'économie circulaire et d'économie sociale fondée sur les liens. Alors, là où je voulais revenir à cette question des liens, c'est aussi pour répondre à ce que je disais tout à l'heure sur la manière dont on valorisait les choses, que ce soit les biens ou le travail, en étant trop attentif peut-être à la valeur marchande, sachant que le marché ne voit pas certaines dimensions, et notamment ces dimensions relationnelles qui sont extrêmement importantes pour faire fonctionner l'économie. Et alors, pour illustrer cela, je vais faire référence à une philosophe que j'aime bien, c'est sur elle que j'ai travaillé pendant ma thèse, qui s'appelle Martha Nussbaum, qui est une philosophe américaine, qui a travaillé avec l'économiste Amartya Sen sur la notion de capacité. Et en fait, ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'elle donc, conjointement avec Amartya Sen, ils insistent sur l'idée que ce qui vaut pour nous, ce qui a de la valeur, c'est pas seulement les biens matériels. Donc on ne peut pas seulement mesurer la qualité de vie des personnes à travers le produit intérieur brut, mais bien d'autres dimensions, ce qu'elle appelle les capacités, qui sont des dimensions essentielles, centrales, mais qui parfois correspondent davantage à des droits, à une qualité relationnelle, relation à soi, relation aux autres, relation à son environnement. Elle cite aussi, parmi ses capacités centrales, la possibilité d'exercer ses sens, son imagination, sa pensée, ses émotions. Et donc, toutes ces dimensions-là sont aussi des dimensions qui sont de grande valeur. On s'en rend compte évidemment là encore à travers cette pandémie qui nous permet de voir à quel point on valorise le contact avec la nature, le contact avec les autres. Et ce serait vraiment dommage que nos modèles économiques nous empêchent de développer ces dimensions-là. Et ce que défend Martha Nussbaum, c'est l'idée qu'en mettant en exergue ces dimensions, on peut mieux comprendre ce qui est important dans nos vies. Et même si tout ne doit pas être mesuré à l'aune de l'économie, c'est quand même important que ces dimensions ne soient pas totalement aveugles à nos modèles. Et, aujourd'hui, si on regarde ce qui se fait notamment dans la sphère académique, là je vais faire écho à quelques recherches que l'on mène aussi au campus de la transition, on s'intéresse à de nouveaux types d'indicateurs, que ce soit les modèles CARE en comptabilité qui permettent de regarder comment une comptabilité permet de mesurer non pas simplement le bilan entre les charges et les recettes d'un point de vue économique, mais aussi comment est-ce qu'on est capable de conserver le capital naturel et le capital humain. On a aussi des comptabilités maintenant multicapitaux où on s'intéresse au capital écologique, au capital humain, en parallèle du capital financier. Et alors, au campus, nous, on s'est intéressé depuis, alors c'est le fruit de recherches qui sont menées depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, notamment par Cécile Renoir et Gaëlle Giraud, à la manière dont on peut mesurer la qualité relationnelle et la manière dont un projet économique, une entreprise favorise ou pas, contribue ou pas à une plus grande qualité relationnelle entre les personnes qui sont affectées. Ça, je pourrais y revenir peut-être plus en détail tout à l'heure. Donc, économie circulaire, économie relationnelle. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est la notion de limite. Alors ça aussi, c'est une notion qui est chère à Aristote et à Amartya Sen et qui s'inscrit un peu en contrepoint par rapport à cette logique de croissance. L'idée étant de dire qu'il serait pertinent aujourd'hui plutôt que d'essayer de croître sans être assez attentif aux ressources que l'on exploite pour cette croissance,
de regarder si on ne peut pas davantage inscrire nos modèles dans des bornes. Et alors là, je vais citer une économiste qui s'appelle Kate Raworth, qui a écrit un livre en 2017 qui s'appelle La théorie des donuts, qui a quelques vertus pédagogiques, puisqu'elle parle aussi de ces bornes et elle parle d'un plancher social et d'un plafond écologique. Et elle caractérise le donut comme une sorte de boussole qui permet en fait de nous guider dans le siècle qui vient, en étant vigilant à la fois à respecter ce plancher social, c'est-à-dire à ne pas concevoir des modèles qui mettent en péril l'accès à des besoins essentiels pour les plus vulnérables, et puis aussi qui ne nous fassent pas aller au-delà de ce plafond écologique qui met en péril les limites planétaires. Donc les limites planétaires, c'est aussi un concept qui a été introduit en 2009 pour définir, notamment par une équipe de chercheurs dont Rockstrom, pour définir aussi cet espace de fonctionnement sécurisé pour l'humanité qui nous permet, à l'espèce humaine de prospérer sur la planète depuis 10 000 ans, mais qui n'est pas forcément qui est menacé aujourd'hui, puisqu'on sait que certaines choses, notamment le climat, l'intégrité de la biosphère, l'usage des terres, sont plutôt des points de vigilance et sont aujourd'hui dépassés. Donc, cette idée du bien-être, ça permet de repenser aussi l'économie à l'intérieur de limites. Et c'est, là encore, assez nouveau. Alors, donc là, j'ai beaucoup parlé d'idées, de concepts, de théories. La question qui se pose, alors notamment pas forcément aussi pour les chercheurs qui sont engagés dans la transition, mais surtout pour les entreprises et puis les citoyens qui souhaitent pouvoir agir, c'est sur quel levier, en fait, on doit agir en premier pour arriver à mener cette transition économique à la bonne échelle et au bon rythme, c'est-à-dire de façon assez rapide et à assez grande échelle pour préserver les ressources et l'écosystème dont on bénéficie pour les générations qui nous suivront. Alors, en fait, je vais citer 3 leviers et puis je vois que le temps avance, donc je vais être peut-être un peu plus rapide et je ferai une forme de conclusion avec cette 3e partie et puis on pourra revenir sur certains points. Donc, la première chose, c'est l'information. C'est informer, éduquer, arriver justement à mesurer de façon correcte, de façon juste, les effets de nos écosystèmes, les effets positifs, ce que ça nous permet de faire, mais aussi les externalités négatives pour pouvoir discerner comment choisir tel modèle plutôt que tel autre. Et ça, c'est loin d'être évident, en fait. Parce que on est pris quand même dans des systèmes de production et de consommation qui sont extrêmement structurés et qui ne sont pas simples à démonter. J'ai pas parlé de ça, mais sur un aspect purement technique, si vous voulez vraiment faire de l'économie circulaire au-delà du modèle agricole dans certaines industries, il faut aller jusqu'à désallier des métaux. Et il y a des cas où ce n'est pas possible. Quand vous avez du plastique qui est plusieurs types de plastique qui sont fondus ensemble, vous ne pouvez plus retrouver la matière d'origine et la remettre dans le milieu naturel. Quand c'est une matière artificielle, c'est impossible. Donc, il y a une question sur la faisabilité, mais au-delà de la faisabilité, il y a cette question de savoir qu'est-ce qu'on doit choisir finalement. Alors moi, je suis... est-ce que quand je me déplace, est-ce que je prends le train? Est-ce que je choisis le covoiturage? Qu'est-ce qui est le plus adapté? Est-ce qu'il vaut mieux choisir d'acheter des légumes produits tout près ou des légumes bio? Enfin, toutes ces questions-là, elles nous préoccupent et on n'a pas forcément de réponse. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore dans une zone de flou en termes de normes. On est dans un contexte d'incertitude à la fois technique et normatif. Et
mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Au contraire, en fait, il faut vraiment s'informer et être de plus en plus et tester. Et c'est ce qu'on fait, en fait, dans le cadre de nos recherches. C'est aussi ce que font les entreprises qui testent des nouveaux indicateurs de mesure. Mais je vais donner simplement 2 exemples. Donc, Aexelia, qui est à La Rochelle. Donc, La Rochelle, c'est un territoire de grande ambition qui est centré sur l'initiative zéro carbone. Et donc, on travaille à réduire nos impacts carbone et à essayer d'être neutre d'ici 2040. Et pour cela, on invite les étudiants à mesurer leur trajet. Et alors c'est pas nous, hein, c'est le projet de La Rochelle Territoire Zéro Carbone qui met à disposition une application qui permet déjà d'être conscient et de tracer ces trajets pour voir quels sont leurs impacts carbone, de façon ensuite à pouvoir les ajuster. Il y a un projet un peu de même nature autour de la neutralité carbone au campus de la Transition. Et donc, c'est aussi à travers ces tests, ces expérimentations, qu'on arrive petit à petit à s'informer et à être davantage sensibilisé au sujet. L'autre dimension importante, l'autre levier important, c'est vraiment l'action collective, puisque j'en ai parlé un petit peu. En fait, ces questions, le geste individuel a beaucoup moins d'impact que l'action collective. Et comme la transition est quand même délicate, il y a aussi un pouvoir du collectif d'encouragement, d'enthousiasme qui permet d'avancer. Et puis, il y a aussi un rôle très important, notamment des ONG, pour participer, pour inciter aussi les entreprises à changer de modèle. Je pense notamment à des associations comme Halte à l'obsolescence programmée, qui, alors parfois de façon un peu offensive, à travers des procès, mettre en évidence des cas d'obsolescence programmée pour inviter les entreprises à changer de pratique. Et effectivement, c'est aussi à travers le troisième levier, donc au-delà de l'action collective, c'est aussi à travers la réglementation que l'on peut faire évoluer les choses. Un assez bon exemple, c'est la loi contre le gaspillage alimentaire ou la loi sur l'économie circulaire qui permet aussi d'aller plus loin en incitant les entreprises à revoir, mais alors sous la contrainte, leur processus de production, leur modalité d'emballage de façon radicale. Donc, c'est aussi un levier alors, qui est plus législatif qu'économique, mais qui est aussi extrêmement important. Donc, peut-être en conclusion, ce que je voulais dire par rapport à ces questions de changement économique, c'est peut-être d'inviter aussi, parce que j'ai beaucoup parlé de l'économie au sens global et des entreprises, mais en fait, les citoyens et les consommateurs ont aussi leur rôle décisif. Et pour changer les modèles commerciaux des entreprises, il faut que nous changions aussi notre rapport aux objets, notre rapport au monde, et qu'on puisse considérer aussi à titre individuel et puis à l'échelle de la société, de façon positive, le fait que les déchets deviennent des ressources, que l'usage n'implique pas forcément la propriété, et qu'il y a des pratiques qui créent trop d'externalités négatives. Et même si elles sont très confortables et pratiques, il faut quand même qu'on arrive à y renoncer. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Cécile. Je répète combien c'est frustrant de ne pas pouvoir vous applaudir comme ça en visio, mais nous n'en pensons pas moins pour votre très bel exposé qui a permis d'analyser un petit peu ce que la pandémie notamment a révélé.
de nous ouvrir comme ça des nouveaux horizons qui sont plus, je crois, des nouveaux horizons que des nouvelles façons de penser, de raisonner. Comme vous venez de le dire, il faut qu'on change de paradigme et de nous donner quelques exemples concrets, tout en soulignant combien nos exemples, nos possibilités individuelles sont quand même soumises à la nécessité d'engagement beaucoup plus collectif, c'est clair. Voilà, donc un grand merci. Je rappelle que, bien entendu, votre intervention maintenant est ouverte à débat, un débat par le chat exclusivement, s'il vous plaît, pour que Jacques, qui est parmi nous, puisse reprendre vos questions et les transmettre à... Pardon? Voilà, et les transmettre à Cécile Esvan. Voilà, donc on attend vos questions. Et alors, si vous voulez, en attendant les premières questions, je peux peut-être dire un mot du campus de la transition. Voilà, merci. Je n'en ai pas beaucoup parlé et j'ai pas dit ce que c'était et depuis quand ça avait été créé. Donc en fait, alors je regarde quand même si, coupez-moi s'il y a des questions. Mais donc c'est l'idée du campus de la transition, c'est un projet qui est né en 2017 et qui a vraiment pris corps en juillet 2018 et qui est en fait c'est à la fois un lieu, donc c'est un lieu de formation aux enjeux de la transition écologique et sociale qui est situé en Seine-et-Marne. Donc c'est à la fois un lieu académique, puisque l'objectif c'est de rassembler des savoirs émergents, des concepts parfois aussi assez anciens, mais de les faire résonner pour donner des réponses conceptuelles aux questions sur la transition écologique et sociale. C'est aussi une association, donc une association qui se positionne plutôt en complémentarité des écoles qui existent déjà, et on accueille sur le campus des étudiants des universités et des écoles d'Île-de-France et d'ailleurs, si vous êtes... Enfin, c'est tout à fait ouvert à qui veut. Et donc, c'est au-delà de l'enseignement, c'est aussi un lieu de recherche et d'expérimentation. En fait, comme je le disais tout à l'heure, on teste certains des aspects in situ, que ce soit la rénovation énergétique des bâtiments, que ce soit l'aspect low-tech, donc à quel point on peut se passer des technologies qui sont hyper consommatrices pour arriver quand même à des usages qui soient satisfaisants et conviviaux. On a aussi un projet de recherche autour de la contribution des écolieux au lien social et écologique en leur sein et à l'extérieur, qu'on mène en partenariat avec l'ADEME. Donc, il y a pas mal de projets de recherche. Et lorsque les étudiants viennent, les étudiants ou les professionnels, l'idée, ce n'est pas seulement de transmettre un savoir, c'est aussi d'expérimenter sur place. Puisque, et ça, j'en ai peut-être pas assez parlé, je pense que la transition, c'est aussi une affaire de conviction et d'engagement, et que ça passe par l'expérience et par un nouveau rapport au monde qui se vit en fait dans le temps. Et l'avantage du campus, c'est qu'il y a un parc avec un potager, avec une petite forêt, donc on peut tout à fait être sensible à la nature, et c'est à 1 heure de Paris, donc ça permet aussi de se reconnecter à la nature et de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut la préserver. Beau projet. Bon, en attendant que d'autres questions ne viennent, est-ce que... Oui, alors Pierre, tu as une question que tu voudrais formuler oralement. Ah bon, il faut le faire autrement. Tu as Vas-y, autrement, je ne voilà. sais pas faire. On t'écoute, on t'écoute. Oui, mais je ne vais pas m'affranchir de la règle commune. Pose ta question. Oui. J'ai applaudi, mais je n'avais pas de micro. J'ai applaudi pour remercier. Merci. Cécile me semble tout à fait de bonne volonté, c'est formidable. Elle participe à des actions concrètes, c'est très bien. Maintenant vient l'heure de, j'oserais à peine appeler correction fraternelle, fraternité chrétienne et fraternité
d'économiste, même si je suis un ancien prof d'éco minable de province, en plus, caractère aggravant. Je trouve que le discours n'est pas assez affranchi. Affranchi du cadre de pensée économique dominant quand même, parce que quand j'entends parler de capital humain, je trouve que c'est d'ailleurs ce que je disais à mes élèves, c'est une notion obscène. Le fait d'associer les deux, je sais bien que ce sont des outils qui sont nécessaires quand on veut se faire accepter devant un jury de thèse et ainsi de suite, de même quand on parle d'externalités négatives, etc. Donc ça, c'est une première critique, mais qui se veut constructive. Et une deuxième, c'est pas seulement pas assez affranchi du discours économique dominant, même si c'est pas un discours, enfin, notamment il y a encore, à mon avis, trop de traces d'utilitarisme. Et deuxième critique, pas assez affranchi de l'économie tout court. Quand vous dites, par exemple, que l'économie rationnelle permet plus d'efficacité économique, à la limite, je répondrai, on s'en fout. C'est une chose bonne, nécessaire en soi, que d'insister sur les liens, sur le relationnel. Il n'y a pas besoin de le justifier implicitement par ah ben ça permet à l'économie d'être plus efficace. Alors, je pense que, et je vais essayer d'être court, qu'il faut absolument, ça ne vous concerne pas seulement, travailler sur une réflexion épistémologique de l'économie. Ce n'est pas pour employer des mots savants pour faire le malin, et travailler sur l'histoire de la pensée économique. Entre parenthèses, c'est juste une remarque. Vous avez laissé supposer que le 19e siècle a été monopolisé par la pensée de C, en tout cas par d'autres économistes qui n'avaient pas le souci de la rareté. Je pense que vous oubliez Malthus, entre autres, qui n'est pas du tout mon ami. Je me rappelle que j'ai fait mon premier cours très critique sur Malthus, n'empêche que poser des questions qui se posent de manière singulière aujourd'hui. Donc, réflexion épistémologique, et notamment, je termine là-dessus, vous n'avez pas, mais vous ne pouvez pas citer tout le monde, Aristote, très bien, mais aussi Kant, fondement de la métaphysique des mœurs, que j'invite à lire. En plus, c'est court et même moi, j'arrive un petit peu à comprendre. La distinction capitale entre valeur et prix. Ça me paraît... et là, on a beaucoup perdu dans l'histoire de la pensée économique quand on a abandonné cette distinction vers la fin du 19e siècle. Et ça continue. Pourquoi je dis tout ça? Ce n'est pas pour le plaisir de faire le malin et de critiquer. C'est parce que je crois que ça freine la réflexion pour aller plus loin. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce commentaire. Alors, effectivement, j'ai été assez rapide. Je le reconnais très volontiers. Et je n'ai pas du tout rendu justice à tous les économistes que j'aurais pu citer sur cette question. Mon projet, c'était plutôt de mettre, comment dire, de me focaliser sur quelques notions comme voilà, cette idée de prise en compte des ressources naturelles, de limites, mais de biens ou de liens. Mais alors, je vais quand même répondre à toutes vos questions parce que je pense que ça permet vraiment d'éclairer le sujet. Alors, sur cette question de vocabulaire, est-ce qu'on emploie ou pas des mots qui peuvent paraître un peu barbares comme le capital humain ou les externalités? Je suis bien d'accord sur le fond, c'est-à-dire si on veut être vraiment cohérent avec, poser les bases d'une économie humaniste, il faudrait s'affranchir de la plupart de ces termes. Mais en fait, lorsqu'on est dans un débat d'idées avec nos collègues économistes contemporains, en fait, on est un peu obligé parfois de
d'avoir un vocabulaire commun pour pouvoir à la fois se comprendre et se critiquer. Et effectivement, nous, on a beaucoup de difficultés, notamment lorsqu'on se focalise, par exemple, sur cette approche des capacités qui est héritée d'Aristote, qui a été reprise par Sen et Nussbaum, mais qui est aussi cohérente avec certaines dimensions de la pensée politique économique de John Stuart Mill. En fait, si on se détache complètement du capital social, de la question des ressources, etc., on n'est simplement pas compris. Et c'est toute la difficulté, en fait. Comme on est en train de changer de modèle, on est souvent un peu à la croisée des chemins entre la critique, mais quand même, il faut qu'on puisse être reconnu comme ayant compris, ayant lu, pour être capable de critiquer des modèles dont on veut se détacher, et puis inventer des paradigmes qui soient vraiment nouveaux. Et effectivement, je pense que ce qui est intéressant aussi, notamment, alors je connais moins Malthus que par exemple John Stuart Mill, c'est de montrer que les réflexions qu'on a aujourd'hui sur la question du sens de l'économie, la question de pourquoi est-ce que, à quoi ça sert finalement l'économie, qu'est-ce que ça veut dire une économie juste, une économie bonne si elle n'est pas au service de l'homme. C'est aussi assez intéressant de voir, effectivement, de reprendre, et j'aurais pu le faire peut-être de façon plus détaillée, de regarder comment les questions se posaient déjà chez Adam Smith, chez John Stuart Mill, pour comprendre que, en fait, ces questions se posent depuis très longtemps et ont effectivement été évacuées des débats économiques à un moment où on s'est plus focalisé sur, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, la question du prix, la question de comment on calcule, plutôt que pourquoi, la question du sens. Et c'est aussi ce qu'explique assez bien Sen dans son ouvrage qui regroupe quelques articles, Éthique et économie, où il montre à quel moment on s'est détaché, pourquoi, et tout ce qui nous a échappé à partir du moment où on s'est concentré sur le calcul des prix en oubliant la question des finalités et du pourquoi. Alors, j'ai une... Est-ce que je peux intervenir 30 secondes? J'avais une hypothèse selon laquelle l'usage de ces mots était un passage obligé académique, mais j'aurais tendance à vous dire, maintenant vous êtes grande, vous avez votre thèse, vous n'êtes plus obligé de montrer patte blanche. Ce n'est pas seulement ça, c'est que raisonner en termes de capital humain, etc., arbitrage entre tous les capitaux pour introduire la notion de développement soutenable et faire croire qu'on peut lever les contradictions, les limites par la technique, parce que c'est comme ça la conséquence de cette problématique en termes de développement soutenable, c'est tout à fait critiquable. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de mots. Je suis en partie rassuré, si je puis dire. Je subodorais que c'était des passages obligés académiques pour vous, quoi. Mais maintenant, vous êtes grande, vous avez votre thèse, vous n'êtes pas obligé de... Enfin bon, c'est mon opinion. Et merci en tout cas. Jacques. Alors, une question. Ne pensez-vous pas qu'il est important de mobiliser les citoyens en grand nombre pour qu'ils fassent pression sur les grandes entreprises multinationales qui, en fait, ont le pouvoir sur beaucoup de domaines, y compris sur les États? Montrer que des solutions sont entre leurs mains alors que quelquefois, ils sont assez fatalistes. Oui, bien sûr, je pense que c'est très important de mobiliser les citoyens, de mobiliser et dans tout leur rôle et de montrer qu'il y a vraiment là encore une unité entre les personnes citoyennes, consommatrices, épargnantes et que en fait l'économie, même si je suis bien d'accord, il y a des systèmes en place, des grandes entreprises qui sont dans un rapport de force où elles dominent vraiment les décisions. On est quand même aussi
plus on est nombreux, plus on pourra faire contrepoids et faire en sorte que les finalités de l'économie soient décidées par les citoyens et pas simplement par des entreprises qui sont déconnectées des souhaits des citoyens. D'accord. La course à la croissance est a priori considérée comme la seule solution pour conserver un certain niveau d'emploi, avec comme hypothèse que le travail est un facteur de socialisation important. Alors là, c'est plus une remarque. Une autre question, peut-on avoir un éclairage sur l'impact que pourrait avoir le changement de vocation des entreprises dans leur statut ? Pas uniquement tourné vers les actionnaires, mais en intégrant la dimension sociale et écologique. Et là, je pourrais donner, préciser l'exemple de la saga récente du groupe Danone, Oui, qui est sans doute correct à cette question. Tout à fait. Alors effectivement, le groupe Danone, c'est une bonne illustration. Ça montre que c'est assez difficile de pouvoir avoir une logique d'investissement à long terme qui préserve les ressources naturelles, qui préserve la cohésion sociale, quand on est soumis à des actionnaires militants qui souhaitent que le profit soit la première priorité. Il y a un lien évidemment entre la structure du capital de l'entreprise et sa gouvernance et ce qu'elle est capable de choisir et de mettre en œuvre comme stratégie. Très bien. Voilà, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. J'ai cru voir passer qu'à partir de demain, il y a une réglementation européenne qui s'appliquerait concernant la finance durable. Est-ce que c'est un progrès? À quoi ça correspond au juste? Alors j'avoue, je ne sais pas, je devrais savoir, mais je ne sais pas. Désolé. Alors, oui. Vas-y, Jean-Marie. Non, il y a une question qui circule aussi sur l'effacement de la dette aujourd'hui. Et par rapport à ça, quand on voit des personnes qui sont très sensibilisées aux inégalités sociales, il y en a qui sont favorables comme Gaël Giraud et d'autres qui le sont moins comme Cécile Duflot. C'est une question qui est difficile. Comment est-ce que vous avez quelques outils simples pour qu'on comprenne un peu mieux? Là encore, c'est vraiment, j'ai suivi un peu les débats dans la presse, mais c'est vraiment pas mon domaine de compétence, donc je suis pas sûre que je puisse vous éclairer beaucoup. D'accord. Alors, une autre question. Personne qui dit « Merci pour votre intervention structurée et bien illustrée. Il me semble que votre intelligence n'est pas suffisamment partagée. Nous sommes avec ma famille et mes amis engagés dans une démarche de transition au niveau local, mais nous sommes si peu nombreux à être conscients de la situation. Et la question, c'est comment infléchir un changement sur le plan politique et sociétal au niveau national et international ? Alors, je ne sais pas sur quel plan répondre. C'est vrai que moi, je fais parfois le même constat d'être dans des cercles de personnes assez conscientes des enjeux et engagées dans des chemins de transition à l'échelle individuelle ou collective. Voilà, mais d'être malheureusement parfois un peu dans un monde clos et d'avoir cette difficulté à se faire entendre, à se faire comprendre au-delà de ces cercles de personnes déjà converties, entre guillemets. Et pourtant, c'est ce que je disais en introduction, en fait, les petits gestes individuels ou les
petits gestes que peuvent mener les associations à une trop petite échelle ne suffiront pas, compte tenu de la nature des enjeux et de la vitesse à laquelle il faut changer de paradigme et arrêter de préempter les ressources telles qu'on le fait. Alors, je ne peux pas donner de réponse, de recette magique pour que du jour au lendemain, ceux qui sont sceptiques se mettent à devenir engagés. Mais je crois quand même qu'il y a quand même peut-être des manières de faire. Je pense qu'il faut que les gens qui sont sceptiques prennent conscience par eux-mêmes. En fait, c'est très difficile de convaincre en culpabilisant, en jugeant. Je pense qu'il faut inviter à faire des expériences. Et c'est quand on fait des expériences qu'on se rend compte d'abord que c'est pas si compliqué et que ça peut être même plutôt agréable de cultiver des légumes, de faire du vélo, de ne plus avoir certains biens qui sont des facilités mais aussi des soucis comme une voiture et que ça permet de créer des liens et de faire des découvertes et des expérimentations nouvelles. Donc c'est plutôt, c'est plutôt là sous l'angle de l'incitation à titre individuel. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'incitation individuelle ne suffira pas. Il faut aussi que les citoyens, les associations, les ONG continuent de faire du lobbying pour que les choses changent à une plus grande échelle institutionnelle et politique. D'accord. J'ai encore... Ce que je voulais dire aussi, c'est que même si, encore une fois, parfois ça donne un peu le vertige, il faut rester... de toute façon, on n'a pas le choix que de faire le maximum. Et donc, c'est pas parce que ça ne va pas assez vite qu'il faut agir moins, au contraire. Alors, j'ai encore une question qui est formée curieusement, mais je crois comprendre que c'est la question du lien croissance et emploi. Est-ce que dans tout cela, comment prendre en compte l'affaire de l'emploi? Alors, ça ramène à... Alors, il y a deux choses qu'on peut dire en fait sur cette question. D'abord, quand on parle de croissance, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, mais c'était peut-être un peu rapide. La question qui se pose, c'est croissance de quoi? Toute croissance n'est pas forcément à condamner, mais simplement, il faut vérifier qu'il n'y a pas une corrélation complète entre la croissance en termes de valeur économique et la destruction des ressources naturelles ou, alors je ne vais plus parler de capital humain, mais des personnes au travail à qui on demande tellement qu'on les empêche de vivre et on détruit les capacités au lieu de les protéger ou de les développer. Donc, c'est plutôt... en fait, il ne faut pas rester dans l'abstrait et essayer de voir dans quelle mesure, en regardant précisément en fait ce que fait l'entreprise, qu'elle produit, comment elle produit, quel produit permet ou pas d'apporter des biens et des services qui correspondent à des besoins réels pour des personnes qui n'y ont pas accès. Donc, vraiment réfléchir concrètement à ce qu'on fait et puis comment on le fait et qu'on le fait en étant suffisamment protecteur des écosystèmes, en réparant, en utilisant le moins possible. Donc, c'est plutôt ça, en fait. Moi, je m'inviterais à regarder. Je reviens sur ça. Et puis après, évidemment, quand on est dans une question quand on est face à une transition d'une telle ampleur, vous allez voir des emplois qui vont être créés dans certains secteurs, des emplois qui vont être créés dans d'autres. Et il faut penser cette transition et la penser de façon précise en regardant comment est-ce que les gens sont capables d'évoluer, de se former pour qu'il n'y ait pas des groupes entiers de personnes qui se retrouvent inemployables parce qu'on n'a pas pensé à les former à temps. Et là, il y a pas mal de chercheurs, je pense qu'il y a Dominique Méda qui travaille sur ce sujet autour de la transition
vraiment en s'intéressant à la question des emplois et des compétences. Mais il ne faut pas que ça nous empêche d'amorcer cette transition et de la mener à bien si c'est nécessaire. Alors, une autre question concernant le plan de relance. Le plan de relance serait-il une opportunité pour accélérer le changement de paradigme? On peut cependant craindre que les tenants de l'ancienne économie de la croissance imposent leur vue. Que peut-on envisager pour saisir cette opportunité du plan de relance? Là, je pourrais revenir sur ce que je viens de dire. C'est un peu comme sur la croissance. En fait, c'est sûr qu'il faudrait pouvoir favoriser les entreprises qui participent d'une transition écologique et sociale et pouvoir relancer certains secteurs sous condition qu'elles respectent davantage les limites planétaires. Relancer toutes les entreprises sans condition, ça paraît quand même être un pari assez risqué, et à la fois sur le plan environnemental, bien sûr, mais aussi sur le plan économique, parce qu'il y a aussi des secteurs entiers qui vont probablement pas se relever et qui n'étaient pas forcément très cohérents avec cette logique de sobriété qu'on va être amené à adopter si on veut, encore une fois, rester dans l'économie du plancher social et du plafond écologique. D'accord. Alors, j'ai une personne qui a une doléance. Elle n'a pas saisi les noms des auteurs cités et elle demande si vous pourriez les envoyer au centre Porte-Haute avec une petite bibliographie et quelques titres. Et la personne vous remercie par avance. Aucun problème, avec plaisir. Merci. Voilà, je crois que nous avons fait le tour des questions. J'en profite pour préciser que cette intervention a été enregistrée avec votre accord et qu'elle sera accessible sur le site du centre ou par des liens directs dans nos newsletters. Et que si des personnes viennent pour la première fois, elles peuvent s'inscrire aussi au centre Porte-Haute pour recevoir la newsletter et que les dons seront bien sûr bienvenus pour couvrir ces activités, ces conférences. Merci aussi au partenariat de la librairie 47 degrés Nord, que je voudrais aussi souligner, puisqu'il participe aussi à la diffusion de nos invitations. Voilà, donc si effectivement nous avons terminé les questions, il nous revient de... J'ai encore eu une question entre-temps qui me paraît intéressante. Quelqu'un qui écrit qu'en regardant La Fabrique de l'ignorance sur Arte, j'ai cru comprendre que certains républicains américains considéraient l'écologie comme un nouvel assaut de la pensée socialiste contre leur volonté de liberté et de progrès. Pensez-vous que cela puisse expliquer l'entêtement de certains contre la décroissance? Alors, par rapport à la question de la liberté, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le plafond écologique et le plancher social. C'est évident que si on souhaite borner l'économie à travers ces critères-là, la liberté de certains va devoir être un peu plus limitée. Mais si c'est pour le bien de tous, et surtout si ça permet à ceux qui ont, encore une fois, aux plus vulnérables d'entre nous, qui ont besoin d'accéder à un certain nombre de biens de première nécessité, ça paraît pas forcément une mauvaise chose. Donc là encore, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire quand on parle de liberté. Est-ce que c'est la liberté de consommer sans limite ou est-ce que c'est une liberté qui est davantage qui est davantage orienté suivant le bien vivre, un bien vivre collectif et les capacités de chacun, mais des capacités qui, encore une fois, sont
un peu dans les termes que définit Lisbonne, des capacités qui correspondent à des dimensions essentielles de notre qualité de vie et qui ne vont pas au-delà. D'accord. Ben, je crois que nous avons fait le tour des questions. Alors, de la part de tout le monde, un très grand merci, Cécile, pour cette belle intervention. Je crois que ça nous a clairement ouvert des horizons, des perspectives. Et puis, je crois qu'au nom de tous, on peut vous souhaiter bon courage parce qu'il y a pas mal de boulot encore à faire devant nous pour y parvenir. En tous les cas, un grand merci, bonne continuation. Bonsoir à tout le monde. Le prochain rendez-vous est fixé au jeudi 15 avril, un petit peu dans la continuité pour découvrir l'éco-spiritualité avec Christine Christophe, qui est journaliste et cofondatrice de Chrétiens Unis pour la Terre. Voilà, donc bonne soirée encore et à bientôt. Merci à tous, merci pour vos questions. Et donc, je vous envoie une petite bibliographie. Très volontiers, elle sera en ligne. Merci. Très bien. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. 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 Bonsoir et merci. Allez, salut. Salut. Oui, Geneviève, Oui, tu as rebossé le cœur qui discerne déjà? maintenant. Maintenant, tu vas le faire. D'accord. Moi aussi, je vais regarder les textes aussi, quoi. Oui. Parce qu'il faut qu'on refasse la feuille de route, quoi. On est encore en public, là. Hein. Oui, oui. Ouais. Il y a Guillaume qui est à l'écoute. Voilà. Salut Guillaume. Oui, ben, je vais m'y mettre. J'ai juste un coup de fil à donner. Je refais le point d'ici. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Mardi. Est-ce qu'on peut s'appeler jeudi matin? Attends une seconde. Ouais. Jeudi, c'est difficile. Mercredi, attends, c'est demain. Ben moi, j'aurais fait ce soir. Est-ce que toi, tu es au point ou bien pour demain? Disons, demain matin, je suis pris. Enfin, on se retrouve en équipe d'animation. Si Dominique, enfin au moins avec Dominique, quoi, on va bosser un peu ensemble. Ah, parce que toi, tu n'es pas libre le matin, c'est ça? Tout à coup. Oui, j'ai un accompagnement à 10h30. Ça. Et moi, j'en ai un à 9h, quoi, c'est bon. Et donc, ben, l'après-midi, moi, j'ai le temps. Ouais. Mais il faut que je bosse un peu avant, quoi. Oui, ben, on peut dire 17h. Ok. Par téléphone, hein? Oui. Qui appelle qui? Ben, écoute, ça m'est égal. Je peux t'appeler. D'accord. Tu n'as pas de... Ça te gêne pas, quoi, si j'arrive, voilà. Non. Tu n'auras pas d'entretien, quoi. Non, non, j'ai 18h, mais on aura fini. Ok. Eh non, attends, zut, j'ai changé l'heure, je ne le voyais plus. Ben non, c'est plutôt plus tard. Le rendez-vous.